Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de notre programme de webinaire d'Académie digitale des PME, un programme qui est proposé par la CPME Paris Île-de-France avec un consortium d'intervenants experts que je vais laisser se présenter et qui est financé par France Num et BPI France et qui vise à former, acculturer, donner des astuces aux dirigeants de TPE et PME pour toute leur transition numérique, leur transition digitale et s'acculturer à toutes ces nouvelles fonctionnalités qui peuvent booster leur activité. Et donc sans transition, je passe tout de suite la parole à Corinne et Olivier de Digispin qui vont être les intervenants et les experts de cette session. Bonjour à tous, écoutez, ravi d'animer cette nouvelle session. Donc comme l'a tout à l'heure dit, Axel, effectivement, nous faisons partie du consortium, qui met ce programme à des PME. Cet appel à projets auquel nous avons répondu ensemble, France Num, BPI, porte effectivement sur l'acculturation digitale et sur 6 thèmes, qui ont été identifiés pour un petit peu s'y retrouver. Le premier, c'est la stratégie digitale. Le second, c'est en quoi le digital aide la relation client, donc tout le marketing digital. Le troisième porte sur la digitalisation des processus. Et enfin, le dernier va porter sur tout ce qui va être canaux de vente. Donc, Digispin est en charge de traiter au sein de l'Académie digitale des PME de ces 4 sujets. Nos amis de Cyberzen, comme leur nom l'indique, de la cybersécurité, et DPO Consulting sur tout le volet, on va dire conformité, tout ce qui est gestion des données. Ouais. RGPD, voilà, pardonnez-moi, le terme m'échappait. Donc, nous avons animé ces webinaires qui s'inscrivent, je dirais, pour vous, dans une certaine ligne. Alors, lequel choisir, lequel prioriser? Nous avons construit aussi au sein de la plateforme ADPME, et je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas vu, un diagnostic qui vous permet, en quelque sorte, par quelques questions, de voir par quel axe commencer, parmi les 6 dont je vous ai cité tout à l'heure, par lequel commencer, quel est pour vous celui qui est prioritaire, et ainsi de pouvoir suivre tous les webinaires, soit en live comme aujourd'hui, soit ceux qui vont être mis en replay, afin de pouvoir mieux maîtriser cette transformation numérique et en tirer le meilleur pour vous. Donc, pour commencer ce webinaire qui va durer en gros 45 minutes, je voudrais aussi signaler qu'il y a 2 espaces, un espace de chat, un espace de questions qui vous permettra de poser les éventuelles questions au fur et à mesure du déroulé d'Olivier. Et si vous le voulez bien, nous garderons une partie d'une quinzaine, une vingtaine de minutes, voire plus si les questions le nécessitent, pour répondre à vos questions. Donc soyez peut-être un petit peu patients, les réponses viendront peut-être d'ailleurs dans le discours, en tout cas même si elles y viennent, Olivier et moi-même, nous pourrons y revenir à la fin du webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Digispin. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Digispin est un cabinet qui accompagne les petites entreprises, les TPE, PME ou PMI, dans leur transformation numérique. Une caractéristique, c'est que nous nous appuyons sur une communauté de 150 consultants indépendants. Comme le dit effectivement notre raison d'être, l'idée, c'est de pouvoir accompagner de manière équitable, au même titre que les grandes entreprises, les plus petites entreprises, mais bien sûr avec un facteur humain extrêmement important et surtout inclusif. Alors inclusif à 2 titres, inclusif à la fois pour embarquer ces petites entreprises, comme je viens de le dire aussi, et puis pour embarquer les consultants indépendants qui ont quelquefois un peu de mal à pouvoir trouver, des missions et en tout cas être mis en relation avec, ces petites entreprises. Alors pour cela, nous avons une plateforme digitale et aussi un certain nombre d'offres et j'y reviendrai juste après. Cette caractéristique de consultant indépendant nous permet aussi de disposer d'une plateforme, d'une planète pardon, de compétences très large qui vont nous permettre d'apaiser ce qu'on appelle les crêtes et réticences que peuvent avoir ces entreprises par rapport au digital, hein. Il n'y a pas encore si longtemps, j'entendais quelqu'un qui me dit: «Ah mais oui, mais attendez, on va supprimer des emplois». Alors j'imaginais que les gens avaient fait un petit bout de chemin par rapport au digital, par rapport à la suppression d'emplois, mais il y a un certain nombre de choses et c'est pour ça que en s'appuyant sur des gens qui maîtrisent bien le digital, en maîtrisant ce digital et en travaillant avec tout ce qu'on appelle les parties prenantes hein, de l'écosystème de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe, les partenaires, les clients, les fournisseurs, sur tous ces sujets, on arrive en travaillant aussi en mode agile, c'est-à-dire de manière extrêmement progressive, en apprenant de chacune des étapes précédentes. Hein, on parle de try and learn, hein, j'essaye et puis je tire des expériences et je continue, d'avoir une transformation numérique qui soit réussie.
Par ailleurs, nous avons aussi des partenariats, solutions innovants. Je pense qu'aujourd'hui, Olivier pourra parler notamment d'Uniskip qui fait partie de ces gens-là et puis de ces partenaires-là et puis d'autres choses puisque notre idée, c'est vraiment d'avoir, quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'on peut avoir et notamment qui soit adapté à la petite entreprise. Alors les 4 axes pour nous, qui vont être une vraie valeur ajoutée, pour le succès des PME, grâce au numérique, c'est la capacité que va avoir grâce au numérique la petite entreprise de s'adapter à la digitalisation de son écosystème. Que ce soit l'administration, que ce soit les demandes de ses clients, que ce soit les requêtes de ses collaborateurs, hein, l'écosystème interne, qui effectivement veulent pouvoir travailler comme dans leur vie de tous les jours avec un numérique à portée de main, eh bien l'entreprise va pouvoir s'adapter. Alors pour cela, nous avons développé des offres, c'est celles qui apparaissent un petit peu dans les 2 couleurs grise et orange. Nous avons cité un exemple au niveau de l'adaptation facilitée, c'est par exemple le télétravail, avec un module que nous appelons, digistanciel, qui va permettre non seulement, de pouvoir travailler à distance, j'allais dire techniquement, mais de mettre en place tout ce qu'il y a en termes de management, tout ce qu'il y a en termes d'organisation du travail et d'avoir, je dirais une digitalisation, heureuse pour tout le monde. Le deuxième axe, c'est la partie, efficience augmentée qui va être gain, c'est-à-dire l'efficience, c'est un petit peu, faire plus avec les moyens que j'ai, hein, c'est-à-dire essayer de vraiment être, pas seulement efficace, mais efficient. Là, ça va être par ce qu'on appelle l'automatisation des process ou la digitalisation des process. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tâches qui sont soit répétitives, soit qui sont, redondantes, soit qui ne sont pas automatisées tout simplement entre plusieurs applications par exemple. Eh bien, le fait de pouvoir mettre en œuvre des solutions numériques ou des process qui vont être modernisés vont nous permettre d'avancer sur ce sujet. En particulier sur le domaine des paiements et des paiements digitaux, nous avons une offre DigiSpay qui vous permet progressivement de pouvoir choisir d'inclure des paiements digitaux dans votre structure et pour effectivement avoir des résultats rapidement aussi. Le troisième, qui est celui que la plupart des gens connaissent, c'est le fait de pouvoir, avoir une croissance de son activité par le numérique. Notamment, c'est effectivement tout ce qui va porter sur le volet de marketing digital, pouvoir toucher des cibles qu'on n'avait pas la possibilité de toucher avant, pouvoir communiquer de manière différente, pouvoir suivre ses clients de manière différente. Donc tout cet aspect relation client ou tout cet aspect vente va pouvoir être donné par le numérique. Enfin, le dernier axe, c'est un axe beaucoup plus global, qui va consister à s'appuyer sur le numérique, soit pour tout simplement développer de nouvelles offres. J'ai en tête, par exemple, un de mes clients, qui avait développé une offre de live streaming, hein, c'est-à-dire de pouvoir rediffuser des réunions sur les réseaux sociaux. Je vous parle de ça il y a 2 ans, parce que maintenant c'est bien rentré dans les mœurs. Mais il y a 2 ans, on était quand même dans les balbutiements de ce genre de choses pour le grand public. Et puis, ensuite en termes de business model. Alors en termes de business model, on connaît des grands effectivement qui, j'entendais encore ce matin la dernière levée de fonds de Doctolib, c'est vraiment là la manière d'illustrer, comment on peut devenir même une licorne en cette réinvention, mais à moindre échelle, le numérique vous permet aussi de vraiment construire des approches de votre marché complètement différentes, en pouvant tirer parti aussi de nouveaux usages, hein, qui sont attendus par vos clients, par vos fournisseurs. Et là, nous sommes capables avec nos offres telles DigiSpring, de remettre complètement à plat, faire un diagnostic 360 pour remettre à plat un petit peu l'entreprise dans le contexte d'aujourd'hui, qui Dieu sait si ces dernières années il a évolué, pour pouvoir trouver des solutions qui, répondent effectivement au modèle d'aujourd'hui. Et puis, au niveau central, on a aussi ce diagnostic de maturité. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus élaboré que celui qu'on propose au niveau d'ADPME, mais il est fait dans le même sens, qui permet effectivement de savoir par où commencer. Dernier point que je citerai, c'est effectivement ce qui est écrit au centre qui s'appelle DigiSkill. Pour parfaire notre accompagnement, et le compléter, je dirais, de la transformation numérique des entreprises, nous avons monté l'activité DigiSkill qui va être une activité de formation. Formation pour les dirigeants avec des formes originales. Pourquoi pas des ateliers entre pairs pour échanger sur notre perception de la transformation numérique? Pourquoi pas des ateliers où je viens avec mon équipe et puis nous essayons de formaliser, d'acculturer toute l'équipe et de le faire participer sur un projet? Ou bien de confronter mon équipe avec une autre d'un autre secteur d'activité. Et puis aussi, des formations, on va dire, plus thématiques. Certains, auraient tendance à dire, hard skill, mais entre guillemets, c'est par exemple, c'est dire, aujourd'hui et c'est quoi une digital workplace? Ou bien, comment je familiarise mes équipes aux réseaux sociaux? Ou bien, combien je me sers de LinkedIn pour faire des choses comme ça? Donc des formations, on va dire, un petit peu plus traditionnelles. Donc tout cela, c'est nécessaire. Alors quelquefois en amont,
d'une transformation numérique pour lancer le projet, quelquefois pendant, pour justement aider les gens à se familiariser et ce qui fait qu'on a une offre effectivement complète pour accompagner ces petites entreprises. Voilà. Donc je vais maintenant passer la parole, j'ai parlé un petit peu vite, mais c'était tout à fait, volontaire de ma part, pour rentrer dans le vif du sujet avec Olivier qui, tout comme moi, est associé conseil Digispin. À toi Olivier. Bonjour à tous, merci, Corinne pour cette, brillante, introduction. Je vais, commencer par me présenter. Je m'appelle Olivier Gène, j'ai 44 ans, issu en fait de hautes études militaires et du cursus universitaire. J'ai, pendant ces 20 dernières années, dirigé des entités, et des BU dans des grands groupes, hein, dans les secteurs médias, finance, énergie. Pas mal d'années dans l'énergie, secteur énergie, à gérer des flux et une bascule très évidente dans le domaine, financier, qui a pour point commun la génération, et la gestion des flux également, des flux financiers. Actuellement, je suis donc associé conseil, chez Digispin. Je suis également, directeur général délégué d'une fintech qui est basée, à Paris, pour son siège, mais qui est également basée en zone Caraïbes, en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, en Afrique du Nord, Casablanca, en zone Caraïbe également Haïti et Martinique et en Afrique centrale, le Congo, Kinshasa, le Congo Brazzaville et depuis la semaine dernière, le Rwanda. Je suis également, speaker et conférencier, notamment dans des événements internationaux, type le CES de Las Vegas, French Tech, San Francisco, le Ternion Tel Aviv, et des événements entrepreneuriaux, sur Tokyo, sur des sujets de management générationnel, transformation digitale et de mécanismes de développement et de financement de start-up. Voilà, j'ai également une société de consulting qui accompagne des sociétés dans leur développement et leur croissance, à l'export, notamment avec des outils digitaux. Voilà un petit peu pour la présentation. N'hésitez surtout pas à poser des questions, je crois que le chat est disponible. Je serai, ravi, d'y répondre, bon à la fin comme Corinne l'a précisé, pour certaines questions. Puis s'il faut préciser au cours de l'intervention, surtout n'hésitez pas. Alors, le thème de notre intervention, de mon intervention, c'est, l'encaissement digital. Toute entreprise, PME, TPE, grands groupes, start-up et cetera, a un besoin crucial d'encaisser. L'encaissement est, l'élément principal et la raison d'être, très technique et pragmatique d'une entité et il faut savoir, analyser, auditer ses capacités d'encaissement, qu'elles soient, en présentiel, qu'elles soient en distanciel, qu'elles soient, des encaissements instantanés, des encaissements différés. Chaque client, a, une possibilité pour encaisser, et on a également besoin, d'aller chercher, les fonds chez, les clients potentiels, et pour ça, il faut avoir une véritable analyse. Donc, on va dans un premier temps parler de l'émergence des fintechs, mais très rapidement, on va essayer de balayer l'ensemble des acteurs qui proposent des solutions, d'encaissement pour pouvoir après, rentrer un peu plus dans le détail de l'encaissement, en ligne, de l'encaissement, physique, pour pouvoir, associer une solution éventuellement aux problématiques que vous pouvez, en entrepreneur que vous êtes tous rencontrer. Alors, on va commencer par les fintechs parce on parle beaucoup de fintech. Les fintechs, sont, des acteurs qui ont vu le jour grâce notamment, en tout cas qui ont accéléré leur croissance grâce à l'émergence de la monnaie électronique. Les fintechs, en fait, amènent énormément d'agilité dans le secteur bancaire et dans le secteur financier mondial et une grosse partie des fintechs se repose sur, la gestion, l'intégration, l'exploitation de la monnaie électronique. On connaît, la monnaie, fiduciaire, hein,
qu'on appelle l'espèce, hein. La monnaie fiduciaire, elle est de deux types, la monnaie métallique et la monnaie papier. Et on a également la monnaie scripturale. On connaît les chèques, on connaît les virements, on connaît les prélèvements. Et maintenant, on a la monnaie électronique. Alors, la monnaie électronique, c'est une monnaie qui ne se manipule pas. C'est une monnaie qui est ancrée dans des lignes de code. Et cette monnaie est stockée dans ce qu'on appelle un porte-monnaie électronique. Et elle permet de basculer de l'argent d'un porte-monnaie électronique à un autre porte-monnaie électronique. Plus ça va, plus des acteurs deviennent massifs, hein. Vous avez quelques logos, N26, Revolut, Conto, PayPal, qui sont des néobanques, hein, des acteurs qui sont venus titiller les acteurs traditionnels, et qui au final apportent beaucoup de dynamisme dans le secteur bancaire, et amènent les acteurs traditionnels à apporter beaucoup plus de services. L'objectif des fintech, c'est de répondre à des problématiques réelles. L'expression fintech, ça combine deux termes, finance et technologie. Une fintech, donc, c'est une startup qui est innovante et qui va utiliser la technologie pour repenser l'ensemble des services financiers et des services bancaires. Alors, depuis la crise économique de 2008, il y a énormément de banquiers, de traders qui ont quitté énormément de centres financiers, et c'est de là qu'ont commencé à naître les premières fintech. L'objectif était de repenser le modèle de la finance grâce à l'innovation technologique. Le but des fintech, bien évidemment, c'est de rendre la finance plus simple et surtout plus accessible. On trouve énormément de schémas inclusifs qui sont portés par les fintech, notamment dans les pays en voie de développement. De plus en plus de fintech s'intéressent à tous les exclus du système bancaire d'hier pour pouvoir faire en sorte de simplifier leur quotidien, car la gestion du cash, la gestion de l'argent est un élément prépondérant dans la vie de chacun. En 10 ans, le secteur bancaire a connu plus de changements que dans les 200 dernières années, grâce à l'émergence des fintech. Elle se développe également dans tous les domaines, la gestion d'épargne, le prêt pour les particuliers, en passant par le financement des entreprises ou le paiement en ligne. Ici, vous pouvez voir quelques exemples de fintech françaises. Alors, on a plusieurs secteurs. On a le banking, donc on parle de néobanques. On a les services de paiement, donc des acteurs qui facilitent le paiement collaboratif, le paiement participatif, le paiement en distanciel, en présentiel. On a des acteurs qui s'intéressent plutôt au financement. On entend souvent parler de financement participatif. On a des fintechs qui s'intéressent au placement et aux solutions patrimoniales. On a des fintechs qui s'intéressent à des services opérationnels. D'autres qui sont sur tout ce qui est réglementaire, hein, RegTech, la gestion des risques également, et qui sont entre les clients finaux et les acteurs bancaires traditionnels. Mais on a également des acteurs qui sont dans le domaine de l'assurance. Vous avez le classement de quelques entités françaises. À gauche, vous voyez l'entité que je dirige, hein, qui est une fintech qui a été créée par deux Français, Errol Elisabeth et Jimmy Lancry, qui sont deux serial entrepreneurs et qui se sont dit pourquoi pas se pencher sur les problématiques que nous trouvons dans l'ensemble des pays en développement, et pourquoi pas rapprocher également l'ensemble des expats, l'ensemble de la diaspora de ces terres. Donc Uniskip aujourd'hui présente dans les secteurs que je vous ai, dans les secteurs géographiques que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est une application mobile, donc un porte-monnaie interopérable, avec un dashboard pour des commerçants qui bénéficient d'un logiciel de caisse, mais également d'un site internet e-commerce. Une solution de paiement de masse, une solution d'encaissement de masse, comment payer de manière massive ses fournisseurs, comment encaisser de manière massive ses clients. On a également la nécessité de payer ses salaires, hein. Comment payer de manière massive ses salaires sans pour autant passer 3, 4, 5 jours pour pouvoir gérer ces problématiques. On a également des solutions d'encaissement APIsées, donc ça permet à des sociétés qui sont en ligne de pouvoir se connecter à des systèmes informatiques pour pouvoir encaisser plus facilement leurs clients, mais également des solutions de microcrédit et d'épargne 100% digitale, donc sans comité de risque, sans paperasse à rédiger, et en maîtrisant le plus possible le zéro risque pour l'organisme prêteur. Nous allons basculer sur les différents types d'acteurs. Alors,
vous connaissez tous les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles qu'on rencontre, à chaque coin de rue. La définition d'une banque traditionnelle, c'est une banque, hein, qui possède des agences, et qui propose un compte bancaire avec une carte bancaire, du crédit, de l'épargne. Actuellement, les banques traditionnelles sont extrêmement, challengées par, les nouveaux acteurs, les néobanques. On parlait tout à l'heure de Revolut ou de N26 qui sont, prépondérantes, en Occident. Les banques aujourd'hui sont en train tout doucement de se réinventer. Et ce qui est très intéressant, c'est que les fintechs ne viennent pas en opposition à ces secteurs bancaires, mais les fintechs viennent s'associer aux acteurs bancaires traditionnels, notamment pour leur apporter agilité et augmenter le nombre de services qu'elles sont capables de proposer. Ensuite, nous avons les EME, les émetteurs de monnaie électronique. Nous parlions tout à l'heure de la monnaie électronique. Actuellement, il y a des acteurs qui peuvent émettre de la monnaie électronique, détruire de la monnaie électronique. Donc, quand on crée de la monnaie électronique sur un porte-monnaie électronique, pour la faire apparaître, on a un processus de création de monnaie électronique. Quand une personne veut sortir la monnaie électronique de son porte-monnaie et, par exemple, la récupérer en espèces, hein, en monnaie métallique et monnaie papier, là, à ce moment-là, on a de la destruction de monnaie électronique. La monnaie électronique permet d'effectuer tout type de transactions. Et quand aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, sur une néobanque, hein, avec de l'argent sur son porte-monnaie électronique disponible sur son smartphone, on a entre ses mains de la monnaie électronique. Alors, tous les acteurs de monnaie électronique sont extrêmement contrôlés, surveillés également par les banques centrales, et doivent prouver en temps réel d'avoir une corrélation parfaite entre la monnaie électronique présente sur les smartphones des différents clients, mais la monnaie fiduciaire séquestrée sur des comptes qui sont surveillés par les différentes banques centrales. C'est ce qui permet de garantir la sécurité et la traçabilité du dispositif. Ensuite, on a les acteurs de transfert d'argent. Alors, les acteurs de transfert d'argent sont peu connus pour certaines cibles de population. Transferts d'argent sont extrêmement présents dans les pays en voie de développement, Amérique du Sud, Afrique, Asie, et nombreux pays d'Asie, mais également présents dans tous les pays où la diaspora est forte. Les transferts d'argent, en fait, on appelle ça de manière un peu plus traditionnelle le mandat international, et c'est utile aux personnes qui voyagent, qui se trouvent en manque d'argent, les expatriés, mais également les entreprises qui travaillent avec des sociétés à l'étranger. Le transfert d'argent est possible dans le monde entier ou presque, et les acteurs de transfert d'argent vivent des taux de commission qui sont perçus à chaque transaction. Ensuite, nous avons les opérateurs de télécommunications. En France, hein, on connaît Orange, Bouygues Télécom, SFR. Il y en a d'autres, hein, qui sont moins connus. Mais de manière simple, ces acteurs proposent dans le monde entier des solutions qu'on appelle le mobile money. C'est-à-dire que dans pas mal de pays où le taux de bancarisation est très faible, on est contraint d'utiliser ces acteurs télécoms qui proposent d'associer à un numéro de téléphone de l'argent, donc un porte-monnaie électronique. Ça permet de conserver, de dépenser de l'argent en utilisant son téléphone portable, mais également d'utiliser de l'argent avec des téléphones qui ne sont pas forcément des smartphones, donc grâce à ce qu'on appelle les occurrences USSD, occurrences audiotel, qui permettent en fait de basculer de l'argent d'un numéro de téléphone à un autre numéro de téléphone. On les entend sous le nom de portefeuille mobile, où par exemple, Orange est un acteur majeur, hein. Il y a un acteur qui a initié le mobile money dans le monde entier, et donc la solution mobile money d'Orange s'appelle Orange Money. Airtel, qui est un acteur aussi qui est présent dans différents pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, Digicel dans la zone Caraïbe, MTN zone Afrique, et puis également Asie, M-Pesa également, qui est un des leaders mondiaux du mobile money, etc., etc. Il existe plus de 260 services de portefeuille mobile autour du monde, donc la plupart d'entre eux situés en Afrique, Asie ou Amérique latine. Mais ces services sont également présents aux États-Unis, sont également présents en Europe, et n'importe quel Français aujourd'hui peut détenir un compte mobile money, notamment pour ses relations avec l'étranger. On a les acteurs qui sont majoritairement connus dans le monde, Visa et Mastercard. Visa, Mastercard, hein, sont les deux firmes leaders dans le système de paiement et de retrait, largement connues dans le monde.
peu de personnes, en fait, savent réellement comment fonctionnent et quelles sont les différences, hein, parce que, les banques les proposent sans véritablement opposer, les différences. En fonction des banques, on a soit une carte Mastercard, soit une carte Visa. Elles sont majeures en Occident et mineures, en fait, dans les zones en voie de développement où nous trouvons très peu de terminaux de paiement électroniques, donc très peu d'accepteurs, du paiement, carte bancaire. Les investissements de ces 2 acteurs n'ont pas été massifs, dans les années 50-60 comme ça a pu l'être dans les pays dits développés. Nous avons ensuite des solutions APIsées. Alors APIsées, je vais essayer de vous expliquer, ce que cela signifie. Depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire que les banques, qui constituent de véritables catalyseurs de données, et qui centralisent l'information, qui sont relatives aux opérations bancaires, aux virements, au dépôt d'argent. Ces banques, en fait, ont l'obligation aujourd'hui, dans de nombreuses, parties du globe, ont l'obligation de proposer de proposer de manière ouverte les données aux acteurs de la fintech, donc aux acteurs de la finance, technologique. Ces données peuvent être exploitées pour pouvoir proposer des services, additionnels, des services plus compétitifs et augmenter justement l'agilité de ses propres acteurs. Hem, l'open banking, est un terme anglophone qui désigne partage des données collectées par les institutions bancaires sur les clients, hein, et puis avec d'autres sociétés comme les startups issues de la fintech. L'innovation, ne relève toutefois pas de la volonté des banques, mais bien des régulateurs. Ce sont les régulateurs qui ont créé ce qu'on appelle l'open banking et qui ont vu justement l'émergence de tous ces acteurs qui vont exploiter, les données, des banques pour pouvoir proposer des solutions, innovantes, mais surtout utiles, donc des solutions qui répondent à des problématiques que rencontrent les utilisateurs de ces différents acteurs bancaires. Les API, c'est quoi? Donc pour accéder aux données bancaires, des banques, les agrégateurs de comptes ont recours aux API. Les API, c'est, un échange de données, application programming interface. En gros, les banques ont des systèmes d'information. Ces systèmes d'information, ont des portes qui permettent de communiquer avec d'autres acteurs et grâce à ces portes, on fait circuler de la donnée de manière bien évidemment sécurisée pour pouvoir, monter, des solutions applicatives, des solutions web, des solutions de passerelles, permettant de proposer des solutions, facilitantes. Quand aujourd'hui, un acteur vend en ligne, il se connecte en fait, via des API à un système bancaire lui permettant d'accepter par exemple un paiement par carte bancaire. Donc ainsi, l'utilisation de clés, API favorise la sécurisation de données, car autrement, toute personne ou entité étrangère pourrait avoir, accès de manière frauduleuse à ces différentes API. Donc tout est extrêmement sécurisé, via des clés cryptées. Au niveau de la traçabilité et de la sécurité, c'est un enjeu majeur. Tous les acteurs bancaires, qu'ils soient, dans le secteur traditionnel ou dans le secteur, online, ont besoin de ce qu'on appelle le KYC. Le KYC, c'est le Know Your Customer. C'est comment connaître son client. Plus on connaît son client, plus on peut lui fournir une meilleure expérience dans un premier temps, mais un meilleur service. Si je prends par exemple le cas des pays en voie de développement, hein, et on va avoir des clients qui ne sont pas connus du système bancaire, hein, d'où le faible taux de bancarisation. Et comme ces secteurs ne sont pas connus, on ne peut pas leur proposer tous les services dont ils ont besoin, l'accès au financement, notamment l'accès à l'épargne, qui nécessite en fait d'avoir une relation privilégiée avec son client. Donc le fait, d'avoir ces KYC, le fait d'avoir la sécurisation, des données, le fait d'avoir les API sécurisées et également, tous, les éléments qui ont été, ajoutés, intégrés par les acteurs du secteur bancaire, les régulateurs, mais également la sécurisation des données personnelles, permettent en fait d'avoir un cheminement et des process extrêmement normés pour à la fois sécuriser les clients finaux, mais leur apporter, un service et une traçabilité de la donnée qui est, extrêmement précise. Alors, maintenant qu'on a vu l'ensemble des différents acteurs, on va, s'intéresser au paiement en ligne et au paiement physique. Quand on a une PME, quand on a une TPE, le nerf de la guerre, c'est de savoir encaisser.
On va avoir un client qui arrive au comptoir, il va falloir savoir comment l'encaisser. Si ce client a de l'argent en espèces, si ce client a un chéquier, si ce client a une carte bancaire, si ce client a un porte-monnaie électronique, si par exemple on a 3 clients en face de nous qui veulent payer la même facture, il faut pouvoir savoir les encaisser. Si maintenant on envoie aussi une facture à un client, il faut qu'on le mette le client dans les conditions favorables lui permettant de pouvoir payer le plus rapidement possible. Je fais une petite introduction. On envoie une facture à un client, le client reçoit la facture sur sa boîte mail, mais ce n'est pas lui qui a accès au compte bancaire de l'entreprise, il ne maîtrise pas les disponibilités de l'entreprise, donc il doit contacter la bonne personne. On intègre dans cette démarche une difficulté qui est que notre règlement n'arrivera pas rapidement, pas parce que l'entreprise en face n'a pas envie de payer, mais on n'a pas forcément transmis la demande de paiement à la bonne personne, on n'a pas transmis la demande de paiement à la personne qui a la capacité de payer, mais on n'a pas non plus transmis tous les éléments dans le mail permettant de simplifier l'action de paiement de la personne qui reçoit ce mail. Tous ces éléments sont des éléments qu'il faut regarder dans le détail parce qu'ils sont juste essentiels pour diminuer les temps d'encaissement. Alors, dans un premier temps, il va falloir qu'on identifie son besoin. Notre objectif, bien évidemment, c'est de générer du chiffre d'affaires et de dégager des bénéfices. Donc, il faut qu'on pilote son compte de résultat et sa trésorerie. Et donc, on fait face à de multiples enjeux. Payer ses fournisseurs, régler ses employés, encaisser dans son point de vente, encaisser suite à un envoi de facture, encaisser en ligne, solliciter des paiements et surtout suivre les encaissements de ces paiements. S'adapter aux possibilités de paiement de tiers est une vraie problématique à identifier. Sécuriser les transactions nationales et internationales est un élément important, hein, notamment quand on est sur des marchés qui commencent à être saturés et qu'on cherche des points de croissance via l'export, mais aussi limiter les pertes. Toutes ces questions sont des questions qui doivent rentrer en ligne de compte, quel que soit le type de business unit qu'on peut avoir, qu'on soit, j'ai vu qu'il y avait des acteurs sur les food trucks, hein, qu'on ait un food truck, qu'on ait une société de service, qu'on ait à faire face à des clients de manière massive avec des lignes d'encaissement qui vont être en fait très, très, très minimes. L'addition du succès des encaissements va être un élément prépondérant pour la réussite de l'entreprise, mais surtout pour la gestion de la trésorerie qui est et qui reste le nerf de la guerre de tout entrepreneur. Donc, il faut savoir suivre ses paiements, il faut savoir suivre ses balances, clients, fournisseurs, il faut maîtriser ses soldes bancaires. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet-là. Maîtriser le solde bancaire, c'est aussi savoir si les encaissements parviennent. Et quand on se retrouve avec 1, 2, 3 banques, il est compliqué de se connecter sur chaque compte bancaire tous les jours pour pouvoir savoir où on en est en temps réel. Aujourd'hui, il y a des solutions, hein. Vous avez 2 logos, par exemple, comme maconta.fr ou comme QuickBooks, qui vous permettent en fait d'intégrer l'ensemble de vos comptes bancaires sur une seule plateforme et d'avoir en temps réel la consolidation de vos avoirs. Mais également d'avoir la consolidation de la traçabilité de l'ensemble de vos actions sur l'ensemble de vos comptes bancaires. Donc, en un clic, vous y voyez. Vous avez cette visibilité, cette capacité en fait de vous situer qui est extrêmement essentielle pour un entrepreneur. L'objectif également est de comparer en temps réel finalement son réalisé avec son budget, savoir où on en est, hein, par rapport à ses objectifs et ne pas le constater a posteriori, car en constatant en temps réel, on a la capacité de pivoter, on a la capacité d'ajuster, on a la capacité d'anticiper et de ne pas arriver dans les problématiques qui rendent la situation moins facile à gérer en temps 2. Et identifier donc, suivre en temps réel est un élément qui est juste important et essentiel. Et enfin, le dernier point, c'est la maîtrise de l'action du comptable et de l'expert comptable. Parce qu'en maîtrisant ses écritures en temps réel, en maîtrisant ses encaissements en temps réel, en maîtrisant ses soldes bancaires de manière consolidée, il est beaucoup plus simple également d'être aussi force de proposition et d'être dans la maîtrise de l'action du comptable, hein, ou de l'expert comptable, et de ne pas subir l'action de son comptable ou son expert comptable qui n'est pas
qui n'est pas vous, hein, qui n'est pas l'entrepreneur. Donc, vous avez besoin d'être en maîtrise de ces différentes actions. Une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on a mis en place, une action sur l'ensemble de ces différents canaux, on a la possibilité de travailler à la réduction du délai entre la facturation et l'encaissement. Alors on a des business, des commerces, par exemple, où le délai entre l'encaissement, la facturation et l'encaissement est immédiat, hein. Quand on a un logiciel de caisse, qu'on tape sur sa caisse et qu'on obtient, par exemple, 25 € et que le client paye par carte bleue, on a un délai qui est très court. Ça, c'est une chose. Quand par contre, on a un client, qui va commander, on va lui livrer la marchandise, on n'aura peut-être pas forcément un paiement en temps réel. On aura un paiement qui va commencer à être en décalage. Quand on va commencer à voir des clients, historiques, on va envoyer des factures, on va, négocier des conditions avec ses clients et donc là, on aura, des conditions contractuelles et puis il va falloir qu'on arrive à faire respecter ces conditions contractuelles et donc dans tous ces cas-là, on a la réduction, du délai d'encaissement. Si par exemple, je suis dans un commerce et je dois encaisser un client, et que ce client en fait, et que je n'ai pas de terminal de paiement par exemple, ou que j'ai un terminal de paiement, qui ne fonctionne pas au moment où mon client arrive, si mon client n'a pas d'espèces, je serai obligé de lui dire de partir, d'aller retirer de l'argent, de revenir. J'ai un délai entre guillemets «ma facture» et mon encaissement et ce délai commence à devenir compliqué parce que l'expérience que mon client va vivre, va faire qu'il ne reviendra peut-être pas vers moi une fois qu'il aura retiré de l'argent, si tant est qu'il ait été retiré l'argent. Donc toutes les difficultés, tous les freins que l'on peut, rencontrer, que peut rencontrer celui qui doit régler, doivent être, maîtrisés, doivent être anticipés et on doit avoir une solution pour chaque client potentiel, afin de réduire ce délai. La réflexion peut paraître, anodine, mais elle permet de mettre le doigt sur un des aspects, hérités par une absence de réflexion. Si, on ne met pas en place cette réflexion, on a un recouvrement à outrance qui se met en œuvre et on commence à avoir un service de comptabilité qui devient un service de recouvrement et on passe son temps, en fait, à appeler ses clients pour aller quémander, finalement de l'argent, qu'on ne devrait pas avoir à quémander et le digital vous permet réellement de pouvoir, combler l'ensemble des trous, qui existent aujourd'hui, dans la raquette et qui permettent d'améliorer votre situation de trésorerie. Pour calculer le délai entre la facturation et l'encaissement, il y a une formule. On prend, la créance, en TTC, on la divise par le chiffre d'affaires annuel qu'on multiplie par les 360 jours de l'année. Ça nous permet d'avoir la durée de notre crédit client. Toute entreprise, tout entrepreneur devrait calculer en fait ce délai, le délai du crédit client. Ce délai, en fait, plus sa durée est élevée, plus on a un besoin en fonds de roulement qui est important. Il est donc intéressant, d'optimiser, cette durée et donc il faut rentrer dans une ingénierie des encaissements. Qu'on soit une boulangerie, qu'on soit une société qui vend du service, qu'on soit, un food truck, hein, ou qu'on soit une multinationale. Alors de manière plus naturelle, dans les grands groupes, on organise les services et on gère et on essaye de gérer au mieux, cette ingénierie des encaissements. Souvent, quand on est une TPE, on n'y pense pas suffisamment tôt, sachant qu'y penser suffisamment tôt permet d'avoir une gestion plus aisée, plus maîtrisée et plus confortable de sa trésorerie. Alors, vous avez un schéma, en face de vous, qui est un schéma un peu classique. D'un côté, on a un vendeur, de l'autre côté, on a un acheteur. Le vendeur, en fait, envoie une facture instantanée ou différée au client. Le client va payer cette facture, il va y avoir l'expédition de la marchandise et on va vérifier, de la banque, en fait, du vendeur à la banque de l'acheteur, enfin de la banque de l'acheteur plutôt à la banque du vendeur si, le trajet se fait. Ça, c'est ce qu'on fait tous de manière naturelle. Par contre, il y a un élément qui est très, très important, c'est la vitesse de circulation des flux et ça, la vitesse de circulation des flux, la fluidification de ces flux, c'est ce qu'on fait plus rarement. Plus rarement on se pose pour pouvoir
améliorer la fluidification des flux qui vont se passer entre chaque acheteur qu'on va rencontrer et notre entité. Et la fluidification des flux, c'est l'ingénierie des encaissements. Et cette ingénierie des encaissements, on la considère aujourd'hui de manière un petit peu trop innée, de manière un petit peu trop décomplexée. Or, il y a une complexité à apporter pour pouvoir maîtriser et fluidifier l'ensemble des canaux. Les solutions facilitantes, elles sont nombreuses. D'accord? Ce qui est important dans un premier temps, c'est d'être interopérable et d'amener une véritable instantanéité des paiements. Être interopérable, c'est je dois pouvoir accepter tous les types de paiements que propose mon client. Bien évidemment, je dois pouvoir les accepter en intégrant tous les éléments de risque. Souvent, hein, on pense on pense au chéquier qui est refusé partout, pour toutes les raisons que l'on connaît. Le chéquier est un produit, d'hier. Mais c'est un produit qui aujourd'hui, avec pas mal de fintech, trouve une seconde jeunesse et permet de sécuriser justement toutes les, entités qui ont, la nécessité, d'accepter ce type de paiement. Donc, en termes d'interopérabilité et d'instantanéité, on a plusieurs types de solutions. On va pouvoir envoyer un lien de paiement par mail. D'accord? On appuie sur un bouton et on va avoir l'interlocuteur, le destinataire, qui va recevoir un lien de paiement. Il va cliquer sur ce lien de paiement et il pourra payer par carte bancaire, il pourra payer par virement, il pourra payer en déposant du cash dans un point proche, il pourra payer par tout moyen en sa possibilité. On a aussi les liens de paiement SMS. On va pouvoir envoyer un SMS sur un téléphone, un smartphone. Ce SMS, en fait, pourra permettre un paiement par une occurrence USSD, comme je vous dis tout à l'heure, mais également un paiement parce qu'il renverra vers une page web qui permettra également d'encaisser par carte bancaire. Ce qui fait que sans détenir un TPE physique, on pourra avoir un terminal de paiement virtuel. Ensuite, on a toutes les connexions API. On a un site internet, on va connecter ce site internet à des API transactionnelles et on va pouvoir envoyer nos clients sur une page web lui permettant de pouvoir payer par tout moyen à la convenance. Ensuite, on a aussi la décentralisation du cash-in. On va pouvoir envoyer un client dans des points. Alors, on connaît par exemple les points relais, les points relais qui permettent de réceptionner un colis. On pourrait éventuellement avoir des points décentralisés de cash-in et on pourrait envoyer ses clients dans plusieurs points décentralisés pour pouvoir effectuer un règlement et accélérer son cycle d'encaissement. Ce qui est important également, c'est qu'on a des tableaux de pilotage des encaissements. Le tableau de pilotage des encaissements, c'est, par exemple, j'ai 25 locataires. Aujourd'hui, je fais la tournée de mes locataires, je vérifie si j'ai un virement qui est arrivé. Aujourd'hui, il existe des tableaux de pilotage des encaissements qui vont pouvoir, par exemple, en appuyant sur un bouton, envoyer donc j'ai 25 locataires, donc j'appuie sur un bouton et j'envoie mes 25 demandes de paiement de mes loyers par mail et par SMS. Quand mes locataires vont cliquer sur le mail ou le SMS, ils arriveront sur une page leur permettant de payer par tout moyen à leur convenance. Et moi, j'aurai derrière un tableau de pilotage qui me permettra de visualiser en temps réel l'arrivée de mes fonds, la complétude finalement de mes encaissements. Et je pourrai savoir si je suis à 80% de mes encaissements et si je me situe, par exemple, à moins 3 jours des deadlines des encaissements. Donc, je vais avoir un confort en fait de pilotage et de visibilité de mes encaissements de manière assez simple. Ensuite, on a des solutions facilitantes de prélèvement, de paiement récurrent. On a également tout ce qui est paiement collaboratif. On a vu pas mal de sociétés comme Lydia, etc., qui ont émergé ces quelques dernières années et qui proposent en fait à 8 personnes de payer une addition au restaurant ensemble, à des personnes de pouvoir mettre en place des cagnottes pour pouvoir payer un cadeau à une autre personne ou éventuellement remonter des fonds à une fondation. Toutes ces solutions viennent faciliter le trajet de paiement de vos clients, mais également votre trajet de paiement de vos fournisseurs. Il est aussi possible via un lien de paiement, via une solution facilitante, d'envoyer de manière massive 25 paiements, d'envoyer de manière massive 35 paiements à 35 acteurs avec des montants différents et de suivre également sa balance fournisseur de manière digitalisée.
Donc, les solutions facilitantes, elles sont importantes et elles vont permettre derrière de fluidifier, l'encaissement physique, tout ce qui va, bonifier l'expérience de paiement du client, va évacuer toutes les zones de stress et qui va évacuer toutes les zones de stress est bon pour votre encaissement. Donc il va falloir, travailler à minimiser les files d'attente, permettre l'encaissement partout sur la surface de vente. Donc ça, c'est ce qui se fait de plus en plus, hein. On prend l'exemple de la grande distribution où avant on avait la caisse à la sortie du magasin et aujourd'hui on voit de plus en plus des caisses qui rentrent à l'intérieur des commerces. Ça permet d'accélérer justement ce délai d'encaissement, qui va éviter la dépose d'un produit ou qui va éviter le changement d'avis. On va favoriser le paiement sans contact, hein. On a vu d'ailleurs avec la pandémie et l'augmentation du nombre de paiements sans contact qui a aussi vulgarisé et simplifié l'acte de paiement, hein. On a moins de stress lorsqu'on fait un paiement sans contact quand on effectue un paiement en rentrant son code à 4 chiffres sur un terminal de paiement. On a également amélioré tout l'aspect des tickets digitaux, hein. Les tickets digitaux permettent aussi d'apporter plus de services aux clients, hein, un meilleur stockage de cette information permettant de mieux gérer derrière le service après-vente. Et puis on va avoir tout ce qui est paiement mobile avec tout ce qui est NFC, QR code, permettant aussi de simplifier les démarches, hein. Quand on va aujourd'hui chez Decathlon, on pose l'ensemble de ces produits dans un panier et automatiquement la caisse affiche tous les produits qui sont présents dans le panier. Bon, ça, c'est à la portée de n'importe quel commerce. Ce sont des solutions qui sont extrêmement peu coûteuses et qui simplifient la démarche, qui éliminent aussi tous les risques d'erreur, parce que la machine calcule et ne rate aucun produit. On va avoir également l'encaissement en point de vente, hein. Vous voyez, on a vu l'émergence d'acteurs comme SumUp, hein, une société qui a mis en place un terminal de paiement accessible simplement par tous. On a des acteurs comme Ingenico qui ont été rachetés par Worldline et qui proposent des solutions de plus en plus smart. Des terminaux de paiement qui intègrent aussi les technologies sans contact. On a maintenant aussi des cartes bancaires qui intègrent la reconnaissance digitale directement sur la carte de paiement. Toutes ces solutions, en fait, de paiement sans contact, favorisent votre acte de paiement et un consultant aujourd'hui qui vend du service a un grand intérêt, via son smartphone, de pouvoir encaisser son client également par ces solutions innovantes, par ces solutions de simplicité, parce que ça améliore significativement même, par exemple, les acomptes qui sont prélevés par ces différents acteurs et surtout la lisibilité pour eux dans leur trésorerie. Au niveau de l'encaissement à distance, il faut réussir à reproduire le paiement a priori quand on est en distanciel. Souvent, quand on est à distance, finalement, on perd la notion d'instantanéité, on envoie une facture et on attend un paiement, alors qu'en distanciel, on pourrait effectuer la même action, le même acte sociologique de paiement, qu'on effectue en présentiel. Le paiement a priori, de toute manière, est le seul garant de l'engagement plein du client, mais aussi de la sécurisation de l'accepteur du paiement, hein, permettant d'éviter le désistement naturel et les litiges de vente. La carte bancaire, c'est le mode générique, hein. On voit dans tous les pays où le taux de bancarisation est fort, dans tous les pays où donc la carte bancaire est l'élément majeur, on a une diminution, enfin on a une problématique, par contre dans tous les pays en voie de développement qui, eux, sont faiblement bancarisés avec très très peu de cartes bancaires et donc dans tous ces pays, il y a très très peu de paiements à distance, très très peu de e-commerce. Le e-commerce est fort dans tous les pays où le paiement a priori n'est pas un problème. Donc, dans toutes les entités, les TPE aujourd'hui qui ont des paiements qui ne se rendent pas forcément toujours au bureau, la notion du distanciel, la notion de gestion du distanciel est importante, est à considérer de la même manière que dans un pays en voie de développement pour lequel les clients n'ont pas forcément cette carte bancaire qui va être intégrée dans un terminal de paiement. On doit penser véritablement avec des schémas de fluidification de paiement en distanciel.
Sur un site e-commerce, il faut pouvoir intégrer, il faut pouvoir intégrer une solution de paiement acceptée par les clients. Donc il faut pouvoir optimiser toutes les possibilités de canaux de paiement afin de savoir offrir la solution idoine, hein, et la plus facile, permettant à vos clients d'effectuer une transaction et la plus légère possible. Donc il ne faut pas omettre les règles de sécurité qui sont cruciales également pour, le processus dans le processus et les processus de remboursement. Pardonnez-moi. À distance, en fait, toutes les solutions accessibles par des clients en ligne doivent être exploitables. L'objectif reste encore la favorisation du paiement a priori et donc l'évitement du recouvrement par une stricte réduction du délai facture, paiement, comme on en parlait tout à l'heure. Donc l'objectif principal, c'est simplifier et suivre ces paiements ou encaissements de masse. Les encaissements, de masse, par exemple, c'est j'ai 20 salaires à payer, j'ai 150 employés à récupérer, j'ai 35 livreurs à régler à un instant bien précis, j'ai 10 chauffeurs, en fait, dans 10 camions que je dois payer à chaque fois que la livraison est effectuée. L'univers fintech va vous garantir une solution adaptée pour chaque problématique. À chaque fois que vous avez une problématique pour laquelle vous pensez que la solution n'existe pas, vous allez trouver une fintech qui a travaillé sur le sujet, qui s'est associée éventuellement à des acteurs traditionnels, banques, assurances, et cetera, et qui sera capable en fait de résoudre simplement, et sans frein en fait votre difficulté. Donc l'essentiel va résider par exemple pour les actions de masse dans l'automatisation et la multiplicité des envois qui va être associée au suivi par des tableaux de bord et surtout donner une intelligence au système. Je prends l'exemple de certaines TPE aujourd'hui qui vendent des produits et qui ont des besoins. Donc il existe aujourd'hui des solutions qui vont vous dire, bah, vous vendez des produits, la solution va analyser vos encaissements, elle va analyser vos clients, elle va vous dire, voilà, si vous augmentez en fait tel produit de 3 euros ou de 50 centimes d'euros, vous allez pouvoir en fait à la fin du mois embaucher 2 ETP plein temps parce que votre volume de vente vous permettra de générer suffisamment de marge, vous permettant de pallier à votre problématique d'effectifs. Tous ces éléments sont des éléments qui sont extrêmement intéressants et l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir associer à vos encaissements va vous aider sur des calculs aujourd'hui que vous n'êtes pas forcément et que vous n'avez pas forcément le temps de réaliser. Pour améliorer sa situation de trésorerie, tout ce qu'on vient de préciser auparavant a pour objectif, bien évidemment, d'améliorer votre situation de trésorerie qui reste le nerf de la guerre. Trop d'argent entre les mains de vos débiteurs n'est pas sain et peut entraîner des complexités énormes, mais ça, c'est une lapalissade, hein, on le sait tous. Donc la majorité du recouvrement n'est pas liée à une incapacité, mais à une difficulté de réaliser dans l'instant une opération. Plus on fait traîner une opération d'encaissement, plus on va générer du recouvrement. Plus le recouvrement va prendre du temps, va durer longtemps, donc plus le délai d'encaissement va être long, plus vous allez prendre le risque de perdre des pans importants de votre encaissement, de l'argent que vous étiez censé avoir encaissé au préalable. Comment maintenant choisir la bonne solution pour votre entreprise? Dans un premier temps, il faut se faire accompagner. Se faire accompagner pour comprendre sa problématique. Les problématiques, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on est dans une acceptation de la problématique. C'est-à-dire que on a perdu en fait cette capacité d'indignation de sa propre problématique parce que le problème est tombé finalement dans l'habitude et on a appris à faire avec. Et on ne se rend plus compte que la problématique entraîne énormément de complexité au quotidien. Donc il n'est pas aisé de mettre en place des technologies que l'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il faut se faire aider, d'imaginer l'intégration de quelque chose que l'on n'a jamais vu. Je vous parlais d'intelligence artificielle. On a vu des commerçants nous dire effectivement, si j'avais su que c'était possible, je serais venu vous voir plus tôt parce que ça règle quand même pas mal de mes problématiques. Donc, on a conscience de manquer de lisibilité, on a conscience de manquer de moyens pour accélérer et simplifier ses encaissements, mais on reste un spécialiste de son activité et pas un expert des solutions d'encaissement, et encore moins un expert des solutions digitales d'encaissement. Sachant que pour apporter une solution à sa problématique, il faut additionner l'encaissement traditionnel, l'encaissement digital et la fluidification de l'ensemble de ces solutions d'encaissement. Il paraît donc important de dresser un constat pragmatique de ces process d'encaissement à tous les stades,
du parcours client de l'entreprise, de rédiger des process d'encaissement. Ça doit permettre d'optimiser la chaîne et la vitesse de circulation des flux entrants, hein, afin de favoriser la situation de trésorerie. Et une fois les situations cibles identifiées, et ben là, il faudra faire un choix. Et le choix, en fait, ne peut convenir qu'à votre mode de fonctionnement, qu'à votre volonté, votre capacité aussi d'accepter le changement, de conduire le changement dans votre organisation, hein, qu'elle soit une organisation de 1 ou 2 personnes ou une organisation un peu plus grande. Et enfin, se faire accompagner pour mettre en œuvre justement cette conduite du changement. Donc la mise en place, elle se veut chirurgicale et assistée. Il va falloir aussi former vos collaborateurs, assurer la conduite du changement et ancrer les tableaux de bord et surtout la configuration des automatismes. Et donc le recouvrement, ensuite, ne doit plus être une activité, doit être gommé au maximum pour devenir une exception qui sera gérée, en tout cas dans les cas majeurs, par des automatismes et dans des cas minimes, justement par votre service comptabilité ou vous-même, si vous n'en avez pas. Donc, l'agilité et l'encaissement 360 degrés doit être une clé de votre réussite. En toutes circonstances, vous devez être en adéquation avec le possible du client. Son mode de paiement doit être votre mode d'encaissement. Je suis arrivé au bout de la présentation. La dernière chose qu'il est important pour moi de vous dire, c'est que l'encaissement, c'est l'oxygène de votre entreprise. Il faut donc savoir encaisser en toutes circonstances, mais surtout multiplier les canaux. Un client à facturer doit être encaissé dans l'instant et a priori. C'est hein, la conclusion hein, de notre discussion. Avant que le produit-service soit remis, bien évidemment, réalisé. Donc, une ingénierie 360 degrés des encaissements et du suivi des encaissements est primordiale et rendue possible par le panachage des offres de la banque traditionnelle et des fintechs surfant sur le digital banking. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, c'est à vous de jouer pour pouvoir analyser, auditer votre propre solution et prendre conscience que de nombreuses solutions existent pour faciliter vos encaissements et améliorer votre situation de trésorerie. Merci. Merci Olivier pour ton intervention très précise sur tous ces sujets. Et je pense que beaucoup de nos participants ont découvert des solutions nouvelles sur toutes ces questions de paiement digital qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Avant d'adresser les questions qui sont arrivées dans le chat, juste si tu peux préciser, ce que tu es passé vite sur cette notion, ce que c'est que le paiement NFC, si tu peux juste le définir. Et puis ensuite, on a une question de Xavier S dans le chat qui te demande ce que tu penses des fameux bitcoins. Ah, très bonne question. Alors, le paiement NFC, alors on a parlé de paiement sans contact. Le paiement sans contact aujourd'hui est rendu possible grâce à la technologie NFC, qui est de manière vulgarisée une technologie sans fil permettant de faire circuler des informations. Donc le NFC, quand il est présent dans le téléphone, par exemple, on approche le téléphone du terminal de paiement et en approchant le téléphone du terminal de paiement, on active en fait la fonction NFC du terminal, la fonction qui va émettre une donnée, et la fonction réceptrice NFC du terminal qui va accepter la donnée. Et à la rencontre de ces données, on aura un oui ou un non, et le oui permettra d'effectuer l'opération. Donc ça permet d'utiliser son téléphone portable comme une carte Ouais. bancaire. Et je crois aussi comme une carte de fidélité, hein. Ce n'est pas seulement le Exact. paiement bancaire qui Exactement, fait ouais, ça. le NFC, en fait, ouvre un champ de possibilités extrêmes et donc est utilisé dans d'autres types de solutions. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du NFC, c'est vraiment un moyen de transmettre une information d'un terminal à un autre. Ça peut être un particulier, enfin ça on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, hein, en tant que consommateur si, soit les banques traditionnelles mettent à disposition des outils pour le faire, soit les Google Pay, les Apple Pay et cetera permettent d'intégrer, nos moyens de paiement et de travailler facilement, que ce soit en France ou dans nos voyages à l'étranger. Ça permet vraiment de gagner du temps ces outils. Moi j'ai pratiqué déjà à l'étranger, c'est extrêmement pratique effectivement. Tout à Alors on a fait. une question bitcoin effectivement, Oui. alors Alors, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est de la monnaie électronique. Alors, dans l'exposé, on a parlé des éléments régulés. Le bitcoin est une crypto-monnaie qui est également interopérable avec des porte-monnaies électroniques. Et d'ailleurs, de nombreux porte-monnaies électroniques proposent de basculer de monnaie électronique
vers les bitcoins. De nombreux acteurs traditionnels également proposent de passer de la monnaie fiduciaire ou scripturale vers les bitcoins. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur nos solutions, nous, on propose à nos clients, en tout cas, on peut proposer à nos clients, via nos porte-monnaies électroniques, de pouvoir alimenter leur porte-monnaie électronique via de la crypto-monnaie ou éventuellement envoyer de la monnaie électronique vers de la crypto-monnaie. Donc, en fait, acheter ou revendre des crypto-monnaies. Il y a également énormément d'opérations de fundraising, de levée de fonds, qui se font aussi avec les crypto-monnaies. On est sur un environnement qui est extrêmement particulier parce que la crypto-monnaie, ça veut dire tout et n'importe quoi. On a aujourd'hui des États qui veulent créer leur propre monnaie. On a des crypto-monnaies qui sont extrêmement ancrées. On voit hein, la valeur de ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a quelques années et les avoirs qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle. Aujourd'hui, moi, je dirais que les crypto-monnaies sont des monnaies d'échange qui sont extrêmement intéressantes parce que il y a énormément de transferts internationaux qui se font également grâce aux crypto-monnaies, car on a des bourses d'échange où on peut faire de l'achat, de la revente de crypto-monnaies en temps réel. On est au début, on est vraiment au tout début, on est aux prémices de la crypto-monnaie. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui, mais c'est un avis qui est très personnel, qu'il est intéressant pour une TPE ou une PME aujourd'hui d'accepter, on va dire dans sa globalité, des paiements en crypto-monnaie, parce qu'il y a déjà une digitalisation très basique des encaissements et des paiements à opérer. Par contre, dans un accompagnement de ces entités, notamment pour les échanges internationaux, notamment aussi pour sécuriser ses avoirs, ça peut être très intéressant de s'intéresser doucement à ces technologies, mais avec un regard sachant, avec un regard de bon père de famille ou de bonne mère de famille, parce que il y a aussi beaucoup de travers dans l'univers de la crypto-monnaie à cause du manque de régulation. Oui, de la volatilité, c'est-à-dire qu'effectivement, si déjà les petites entreprises ont quelquefois du mal à traiter tous les aspects multidevises, avec, mais là, la variabilité des taux de change pour certaines d'entre elles, qui sont assez volatiles, mais là, l'incertitude est encore beaucoup plus grande pour l'aspect crypto-monnaie, quoi. Tout à fait. Bon, il y a des crypto-monnaies, les plus connues, on va dire, les plus historiques qui permettent aujourd'hui d'anticiper, hein, d'anticiper en fait des cours et qui sont plutôt stabilisés. Maintenant, il y a aussi énormément de néo-acteurs qui arrivent sur ce marché. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent créer des nouvelles monnaies. Bon, ces nouvelles monnaies peuvent avoir une valorisation très faible 6 mois après leur création, parce que mal régulées par les acteurs qui les créent, parce que les volumes en fait de création de monnaie sont mal anticipés. En tout cas, ce qui est intéressant dans la monnaie électronique, quand elle est régulée et quand elle est contrôlée par les banques centrales, c'est qu'on est certain que l'argent qu'on a en monnaie électronique correspond en fait à de la monnaie qui est stockée dans un compte bancaire séquestre surveillé par les banques centrales. Et ça, c'est une véritable garantie. Les crypto-monnaies sont en train tout doucement de suivre ce chemin, mais on reste véritablement sur de la spéculation. Et la spéculation n'est pas forcément l'axe majeur que doit avoir, en fait, à mon avis, un entrepreneur qui doit être sur des schémas très pragmatiques, en fait, entre guillemets, j'achète, je vends, je propose, je vends. Et je fais le delta pour savoir combien je gagne. Ça, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu peux, Olivier, enfin, je ne vois pas pour l'instant de questions, mais nous dire, par exemple, une entreprise, un petit peu, bon, on y réfléchit aussi chez Digispin, hein, comment faire ce qu'on appellerait, alors moi, je n'appellerais pas un POC, un Proof of Concept, mais plutôt un Proof of Value, un POV, pour justement une entreprise qui voudrait dire, ben, moi, je voudrais commencer à regarder comment le paiement digital se met en place au niveau d'un sous-ensemble représentatif, comment elle peut travailler ou comment on peut l'accompagner sur ces sujets. Tu peux Ben, nous en parler un petit peu? quand on a fait la présentation de Digispin, on a parlé du try and learn. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les fintechs apportent de l'agilité aux banques traditionnelles.
les banques traditionnelles proposent des solutions de plus en plus agiles aux entreprises traditionnelles. Et quand on regarde tout ça, au final, ce qui est proposé est de plus en plus agile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions qui sont proposées aux acteurs secteur traditionnel, aux TPE, qui sont des solutions, par exemple, gratuites pendant les 2 premiers mois, qui leur permettent réellement de tester, de voir si la solution s'adapte à leur activité. Et on a aussi beaucoup de solutions qui sont très peu coûteuses. On a des solutions qui vont être qui peuvent être intégrables sans engagement, qui vont se trouver de 3 € par mois à 29,90 €, hein, les fameux 29,90 € par mois, qui permettent en fait d'avoir des coûts d'acquisition qui sont extrêmement facilitants. Donc, je pense que aujourd'hui, on peut, quand on est une TPE, accéder véritablement à une visibilité de sa propre information, à une fluidification de ses propres canaux d'encaissement ou de paiement, sans forcément être contraint de dépenser des sommes très, très importantes. Et puis plus on est sachant par l'utilisation, hein, parce que l'utilisation, elle amène de la connaissance. Plus là, on va savoir exactement ce qu'il faut à sa structure et on va pouvoir s'engager éventuellement dans des solutions un petit peu plus complètes, un peu plus 360, permettant de gommer, en fait, toutes les problématiques qu'on supporte depuis des années, en se disant qu'il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Donc ce qu'on propose effectivement dans le module, que tout à l'heure quand j'ai présenté, que nous appelons DigiSpace, c'est effectivement d'être capable de vous identifier, par rapport au décaissement que vous faites, un sous-ensemble sur lequel, on peut tester, la mise en œuvre de ces différentes solutions et puis ensuite, de voir comment vous pouvez le généraliser sur d'autres et tout à fait en regardant aussi un petit peu surtout de quelle manière vos clients, font preuve aussi de cette agilité parce que c'est effectivement comme Olivier l'a dit, l'idée c'est de pouvoir proposer, à ses clients, ce qu'ils attendent un petit peu pour pouvoir aller dans leur sens et donc faciliter vos encaissements. Y Oui. a-t-il d'autres questions? Alors, il n'y en a pas. J'invite tous les participants, s'ils le souhaitent, à poser leurs questions parce que nous allons bientôt clôturer ce webinaire. Alors ce que je propose aussi, je suis passée sur ce slide-là, s'il y a des questions, plus précises, que vous souhaiteriez nous poser ou plus particulières et que vous ne souhaitez pas évoquer, je dirais là sur le chat public, n'hésitez pas à nous envoyer, vos questions, à l'adresse qui figure sur ce portail, adpme@digispin.io. Bien évidemment, avec Olivier et les experts, nous ferons un plaisir de donner suite à vos questions et à vos réponses. Voilà, merci pour votre attention à tous en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Merci Olivier, et Corinne pour vos interventions et je souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine session, de l'Académie digitale des PME la semaine prochaine sur un tout autre sujet puisque, c'est Dominique Schmermisser, également de Digispin, Oui, qui on parle interviendra sur les difficultés d'approvisionnement, comment renforcer sa chaîne d'approvisionnement, sa supply chain. voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous verrez passer l'invitation très prochainement. Et la semaine suivante on Sûr. parlera aussi de sites et de marketplace, hein, parce qu'effectivement aujourd'hui, l'aspect, vente en ligne, présente différentes facettes. Voilà, donc ça permettra aussi de continuer sur un autre volet. Merci Tout à beaucoup. fait. Merci. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.